RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors, comme vous pouvez le constater, oui, j'ai une instinction de voix, et aussi, cocasse que cela puisse paraître, j'ai pris froid en plein été. Voilà, tout est dit. Plus de mystère entre nous, plus de mystère entre mes invités et vous dans quelques minutes, parce qu'on va parler de l'écriture. Quelles sont les vertus de l'écriture? Et pour ce faire, autour de la table, j'ai le plaisir de recevoir Karima. Comment vas-tu, Karima? Bonjour, je vais très bien, merci. Tanguy, qui est slammer. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Première fois qu'on te reçoit ici sur notre antenne, en tout cas dans cette émission dialectique. Bah écoute, c'est un plaisir en tout cas. Et Ludovic Fuchtelkeit. Bonjour. Qui est artiste multifacette. Tout à fait. Alors, comment on peut te présenter, Ludovic? Alors, quand vous parlez à Ludovic Fuchtelkeit, vous parlez à un érudit, un auteur qui parcourt le monde et décèle des secrets que lui seul peut découvrir, puis qui lui relate, soit sous la forme de conférences sur mesure, de visites guidées ou bien d'une encyclopédie qui ravit le lecteur jusqu'à présent. Eh bien, on aura le temps d'aborder tout ça tout au long de l'émission. Et notre invitée d'honneur aujourd'hui n'est pas présente sur le plateau, mais par téléphone avec nous, Sophie Loiseau. Comment allez-vous? Merci, je vais très bien. Je vous remercie infiniment, cher Lionel. Quel plaisir de vous avoir aujourd'hui à l'antenne. Je rappelle que votre dernier recueil, Les Épines Rouges, est paru il y a quelque temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce livre? Eh bien, que peut-être c'est une biographie d'une âme. J'y reviendrai. C'est les mots de Hermann Hesse, en fait, qui considère que les personnages, finalement, ce sont... Ce qui est intéressant, c'est le personnage comme individu dans son rapport au monde et à son propre moi. Alors, Sophie... C'est un livre sur la souffrance psychologique. De toute façon, on va avoir le temps d'en parler très amplement dans cette émission. Sophie Loiseau, on ne vous présente plus. Vous êtes une poète reconnue, l'une des plus grandes poètes françaises, on peut le dire. Comment vous avez commencé l'écriture? Comment j'ai commencé? J'étais toute petite, je crois, et j'ai commencé à écrire des petites choses sur les animaux, voilà, des petits romans. Et puis les choses se sont vraiment précisées à l'adolescence, où j'ai commencé à écrire de la poésie, mais c'est surtout, je crois que c'est la lecture, hein. C'est par la lecture. Ce sont les livres qui m'ont donné envie d'écrire, clairement. Votre initiation, ensuite, elle s'est faite par la lecture. Quel type de lecture? Plutôt très sombre, hein, L'autre et Amont, Baudelaire, et puis les romantiques, Musset, très 19e aussi, enfin vraiment très 19e. Et puis après toute la poésie contemporaine. Mais j'ai commencé vraiment par écrire des poèmes un petit peu vraiment très abscons en fait. J'adorais les mots et je comprenais pas toujours ce que ces mots voulaient dire, mais ils étaient très beaux. J'adorais le dictionnaire. Alors j'en truffais plein mes petites créations. Et puis les amis étaient, comment dirais-je, étaient assez admiratifs. Et vous savez, quand on est adolescent, bien, je sais pas, c'est quelque chose qui a fait résonance aussi. Je crois qu'on écrit aussi pour se faire aimer, hein, et continuer à intéresser aussi les autres. Je pense qu'il y a un rapport quand même narcissique, hein, pas malsain, mais narcissique évidemment à toute création, je pense. Ça répare narcissiquement. Alors, même question pour toi, Karima. Comment tu as commencé à écrire? Est-ce que toi aussi, comme Sophie, tu étais une férue des mots dès le plus jeune âge? Oui, mais pas par le même biais, parce que moi j'avais des parents analphabètes et je suis issue d'une culture où tout passe par l'oralité. Donc assez tôt, j'ai eu un peu, je devais être en CM2, je pensais que l'analphabétisme était une maladie comme la grippe, et que je pouvais l'attraper. Donc je me suis mise à écrire par crainte, en pensant que si j'écrivais, que je lisais beaucoup, je n'allais pas attraper la maladie de mes parents. D'accord. Jusqu'au jour où ils m'ont bien rassurée en disant que c'était trop tard. On pouvait être analphabète, intelligent, et qu'on pouvait aimer les mots. Et la deuxième partie, c'était ces beaux mots dans la langue maternelle, ces belles phrases, c'est parce que la langue arabe est une langue métaphorique.
Donc c'était, mais ces mots-là, ils existent aussi en français. Et comment je peux traduire ça? Donc j'ai commencé à écrire un peu les histoires de mes grands-parents kabyles, et puis les histoires que racontaient mes parents, les anecdotes, etc. Et que je cachais sous le matelas, parce que je trouvais que c'était enlever la sacralisation de l'oralité que de l'écrire. Voilà. Et puis après, des belles rencontres avec des profs, avec des animateurs, avec des personnes qui aimaient le mot, la musique, l'adolescence, la révolte, etc. Où l'écriture, elle a fait partie de toute ma vie. Alors, Karima, tu parles de tes origines kabyles, des mots qu'on peut traduire, mais des mots aussi qu'on ne peut pas traduire. Alors, quelle est l'astuce pour les mots? Comment les retranscrire dans toute leur force quand on peut pas les traduire littéralement? Alors, en fait, j'ai pas trop traduit de mots, j'ai traduit les émotions des mots. Voilà, j'ai pas trop traduit le mot littéralement, mais j'ai traduit les émotions que ça donnait, plutôt, dans la langue que ma langue maternelle à ma langue d'adoption. Tanguy, comment l'écriture est apparue dans ta vie de slammer, toi qui aimes tant jouer avec ces mots de la langue française? Moi, c'est venu au fur et à mesure par hasard, à force d'échecs, d'erreurs en fait. Moi, j'étais timide, introverti étant plus jeune et en fait, comme je parlais pas. Je m'occupais en dessinant, en écrivant, et au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de choses à écrire vu que j'en disais peu. Et en fait, petit à petit, j'ai eu la chance. Moi, c'est les premières fois où je suis monté sur scène, c'était l'époque où en fait Grand Corps Malade a commencé à émerger dans les médias. Les années 2008-2009 à peu près. Oui, voilà, exactement. Et donc, il y a eu un tournoi de poésie qui a été organisé justement dans mon lycée. Et en fait, moi, je me suis dit que j'avais vu Grand Corps Malade, je trouvais ça trop cool. Les voyages en train. Mais voilà, mais en même temps, sans minimiser ce que fait Grand Corps Malade, je me disais aussi, en vrai, je peux le faire moi aussi. Et donc, et en fait, voilà, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce que disait justement Sophie Loiseau. Il y a une part de narcissisme aussi dans la poésie, parce qu'en fait, c'est dès lors qu'on se rend compte que ça nous est atteignable. Ce n'est pas forcément l'écriture, la littérature, c'est pas cette entité figée, ces figures abstraites. C'est aussi nous aujourd'hui, on peut encore en faire. Et donc j'ai essayé, je gratouillais des trucs. Et puis voilà. Donc moi, j'ai pas forcément eu l'avancée à travers vraiment quelque chose de très classique, parce que moi j'ai été amené à travers le rap, la musique en général, et en fait c'est petit à petit quand je me suis mis à écrire moi-même que je me suis réintéressé en fait aux classiques, donc Molière, Rimbaud et autres, et là aussi je me suis dit oui, moi aussi je peux le faire. Et donc petit à petit voilà, ça m'a permis de faire la paix et avec l'éducation nationale et à travers mon éducation à moi en fait. Parce que tu étais un peu en guerre, en conflit avec cette éducation nationale avant ça? Pas en conflit, c'est juste que j'avais l'impression que j'étais à côté. J'aimais, mais pas parce que j'avais pas le niveau, en fait, c'est juste parce que j'aimais rien. J'étais vraiment l'adolescent blasé qui aime rien. Et donc et heureusement qu'on grandit, parce que maintenant j'en suis sorti, mais à cette époque-là, voilà, je m'y retrouvais pas, et c'est aussi pour ça que j'ai tant aimé la découverte du slam de poésie, parce que on dit souvent dans le slam de poésie qu'on laisse les poètes morts dans les livres de français. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les poètes vivants, parce qu'aujourd'hui encore, en 2022 et demain encore, ce sont nous tous ici à cette table et partout dans la vie. En fait, la poésie, on la réinvente avec notre langage, avec l'évolution que l'on en fait. C'est pas forcément l'Académie française qui décide que tel mot n'a pas de féminin, c'est les gens au quotidien qui décrètent à travers leurs usages de la langue comment la langue va évoluer. Et c'est ça qui me plaît dans la poésie. Alors, Ludovic, comment ce personnage est né? Il est né, je pense, d'une espèce de maladie, une sorte de diarrhée verbale, une sorte de dysenterie. C'est-à-dire quelque chose qui était un peu retenu, mais qui sortait quand même un petit peu. Et puis tout d'un coup, les vannes ont lâché et Ludovic Fichtelkite est né. Mais moi, un peu comme vous deux, au tout départ, en fait, l'écriture, c'est l'envie de raconter des histoires, surtout. Déjà, lecteur aussi, beaucoup. Même des étiquettes de Nesquik, des trucs comme ça. Et même avant de savoir lire, la fascination pour tous ces mots et tous ces petits signes qu'on comprend pas.
Et puis c'est aussi l'école où quand j'étais petit, j'étais plutôt bon à l'école et donc du coup j'aimais bien tout ce qui était rédaction et trucs comme ça. Et aussi par survie parce qu'en parallèle de de la classe qui m'intéressait, en fait, j'étais dans une école où c'était plutôt violent en cours de récré, quoi. Je me suis fait massacrer assez vite. Parce que rentrer du CP à 12h05, je m'étais déjà fait éclater la tronche. Et donc, je pense que j'en ris. Parce que finalement, c'est l'existence aujourd'hui. Je veux pas pleurer, hein, quand même. C'est trivial, vaut mieux en rire. Et en fait, une espèce d'instinct de survie qui m'a fait, en fait, développer ce truc de tout le temps parler, raconter des histoires et en fait éviter pas mal de coups en me sortant de là et en baratinant et tout ça. Et surtout j'aimais bien. Du coup c'est rigolo d'avoir parlé du cadre scolaire. En fait en vous entendant parler, je pensais mais il y a aussi l'idée de la contrainte. Par exemple j'aimais bien les rédactions. Parce qu'on nous donne un thème ou une contrainte, faut utiliser je sais pas quel temps, nouveau temps parce qu'on vient de l'apprendre et tout ça. Et moi ça m'inspire énormément. Des fois quand j'ai pas de contrainte, en fait il se passe rien dans mon cerveau et ça s'éteint. Oh, ça tombe bien que tu parles de la contrainte. Est-ce que justement la contrainte est la condition sine qua non pour arriver à une forme d'art quand on écrit? En tout cas, alors moi je peux pas parler en général, hein, je sais pas comment fonctionne chacun, mais en tout cas moi oui, puisque en fait là donc vous adressez à Ludovic Fuchtelkeit, mais quand je parle de quand j'étais petit, que Ludovic Fuchtelkeit il a jamais eu d'enfance, il est né, il était déjà vieux. Né adulte. Ah, il perdait déjà ses cheveux et tout ça. Et même s'il est caché avec une sorte de mèche de raie sur le côté, mais quand il était petit, il s'appelait Romain Dieudonné. Et en fait oui, donc pour moi la contrainte, donc oui, avec Ludovic Fuchtelkeit, c'est ça, parce que j'écris pour l'oralité en fait, pour pour le spectacle, et donc c'est des formes conférences sur mesure ou visite guidée ou n'importe quoi d'autre sur mesure. Donc j'ai soit une thématique, soit un endroit à faire découvrir, et c'est à partir de ça que il y a plein de ramifications. Puis j'ai une petite méthode aussi, plusieurs méthodes qui sont pas hyper formelles, mais enfin des méthodes d'écriture qui partent de la contrainte et qui s'en servent. On va parler de ces méthodes d'écriture. Sophie Loiseau, pareil pour la contrainte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite? Non, pas forcément. Non. Moi, j'écris bien quand je suis libre, franchement. Est-ce qu'il y a cette notion de plaisir aussi d'écrire? Parce que le thème vraiment de l'émission, c'est les vertus de l'écriture. Et parfois, moi je me rappelle au lycée, en cours de littérature, on nous disait que les auteurs écrivaient dans la souffrance, qu'ils saignaient pour écrire. Est-ce que c'est le cas pour vous, Sophie? Non, pas du tout. Moi j'écris dans une grande comment dirais-je, dans une grande joie. C'est pas toujours facile, hein, ça veut pas dire, hein, mais j'ai beaucoup de plaisir, vraiment. Je disais que l'écriture chez moi venait du cul. C'est comme une envie de chier, quoi. Mais il y a un vrai plaisir avant. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte d'excitation, voilà. Je crois qu'il y a une vraie excitation sexuelle, physique, enfin, je veux dire. Bien sûr, qui reste pas uniquement à ce niveau, hein. Mais je veux dire, il y a comment dirais-je, la réalisation de soi, vraiment, d'être au plus près. Je crois que la poésie permet absolument ça, parce que elle se joue du code. Donc on n'est pas enfermé, on fait ce qu'on veut avec ce code, à condition de le connaître à la base. Moi je pense que c'est très important de savoir que ce code existe. C'est à partir de là qu'on peut tout à fait braver les contraintes et aller au-delà. Mais la poésie, très clairement, a légitimé ma vie, je peux le dire. Et je peux dire aussi que la plupart du temps, on passe à côté de son destin. Et moi, je le dis très simplement, moi non, voilà. Je pense que grâce à la poésie, j'ai vécu ma vie, je pourrais mourir demain, je me dis que j'ai réussi ma vie, réellement. Et vous voyez, à l'école, moi, en 6e, la prof de français m'avait jugée trop étourdie pour réussir. Il faut dire que j'étais nulle en orthographe, c'était compliqué. Et en fait, le code, je l'ai appris, hein, parce que je pense que ce qui est le plus important, c'est d'écrire. On s'en fout du code. Et après, seulement, on s'approprie le code pour écrire, pour que tout le monde puisse tout comprendre quand même, hein, un minima, je veux dire, l'orthographe et la grammaire. Mais ça n'a pas été forcément en premier, ça a été d'écrire. Et ensuite, cette prof qui s'appelait Madame Bouchard,
Cette prof, j'ai presque envie de lui dire, je pense qu'elle est décédée probablement depuis, mais que vous voyez, Madame Bouchard, on peut être étourdi ou soi-disant à côté de la plaque et en même temps, voilà, ça veut sa vie, toute sa vie, l'écriture. En tout cas, c'est pas grâce à elle. Ludovic, tu souscrivais complètement au propos de Sophie Loiseau que l'écriture vient d'abord de cet appel du corps. Elle a pas dit corps, elle a dit du cul. J'essaie d'arrondir les angles, de trouver des périphrases. Bah oui, parce qu'il y a quelque chose d'assez viscéral ou en tout cas d'instinctif parfois dans le démarrage de l'écriture. Il y a quelque chose qui vient et puis en fait il faut que ça sorte. Et moi je partage aussi le fait que non, écrire dans la souffrance ça sert à rien quoi. Alors des fois ça pose problème. Hein. On peut être là, dire mais pourquoi cette phrase est nulle? Pourquoi j'arrive pas Qu'est-ce qu'il y a qui ne sonne pas? Mais ça c'est normal, sinon ça serait pas un travail quoi, ce serait voilà, donc il faut parfois refaire les choses, mais si c'est pareil, si c'est pour se retrouver devant son ordi ou devant sa feuille blanche et puis qu'il y a rien qui sort et à s'angoisser devant, ça sert à rien, hein. Faut aller se promener dans ces cas-là. Hein. Non, faut que ce soit Sophie Loiseau, vous avez parlé de joie, oui, c'est quelque chose, c'est un vrai plaisir, c'est à la fois quelque chose qui libère et en même temps on construit quand on écrit, on construit quelque chose, c'est pas de l'artisanat mais voilà, on est en train de produire quelque chose, il y a quelque chose qui sort de nous et c'est super ça pour le cerveau, je pense. Karima, on a parlé de survie. C'est des termes quand même assez forts. Est-ce que en ce qui te concerne pour l'écriture, tu peux toi aussi toucher à cette notion de survie? Alors moi le socle c'est aussi la joie et le plaisir. C'est le socle fondamental de mes créations en tout cas. C'est même si parfois le texte est triste, la joie est là et effectivement la contrainte. Parce que moi j'ai aussi utilisé l'écriture dans d'autres cadres comme Tanguy, où là la contrainte elle sécurise à condition qu'on l'équilibre avec la liberté dans les consignes, etc. Donc c'est un équilibre très fin entre la liberté d'écriture et la contrainte ou comme disait Madame Loiseau, le code, voilà, le code. Mais il n'est pas fondamental pour apprendre. Après, j'ai écrit par survie. J'ai écrit parce que c'était un besoin vital, parce que il fallait mettre sur papier vite comme pour pas que ça s'envole. Il y avait quelque chose de cet ordre-là pour pas oublier, ou parce que c'était beau, il fallait que ça reste pour figer, pour matérialiser quelque chose d'émotif. Donc sur cet aspect-là, mais pas l'aspect douloureux, souffrant. Là, on touche quand même à une vision assez thérapeutique de l'écriture. De toute façon, moi je pense que toutes les formes d'art font du bien et font soin. C'est pas un médoc, mais ça fait soin. Ça soigne pas au sens thérapeutique du terme, mais ça fait soin. Et ce qui fait soin, répare, reconstruit, colmate, etc. Et c'est un peu utopique de dire que aucun être humain n'a besoin à un moment donné de se réparer, de colmater, etc. Quand on s'est dit qu'on était un peu amoché, abîmé, plus ou moins fort, on accepte de se réparer et si on va vers l'art avec cette dynamique, cette énergie, ça produit de très très belles choses. Moi, j'ai vu des gens très abîmés se réparer devant un tableau, devant un son, devant quelqu'un qui faisait du mime, devant quelqu'un qu'on est un conteur et qui ressortait en disant je ressens quelque chose, je suis vivant. Voilà. T'as participé à beaucoup d'ateliers d'écriture. Dans ces ateliers-là, t'as pu voir des gens qui n'écrivaient pas et qui ont commencé à écrire. Quels étaient tes mots pour les encourager, pour les inciter à prendre la plume? Même des gens qui ne savaient pas écrire et qui parlaient et faisaient écrire. La première chose, c'est un espace pour vous et à vous.
Donc c'est déjà voilà, c'est un espace et un temps que vous prenez, qui vous appartient en fait. On dit souvent on le permet, mais non, c'est les personnes qui viennent qui permettent que cet espace soit là. C'est pas l'institution ou l'animateur qui va faire que l'espace, parce que si les gens sont pas là, l'espace tu peux l'ouvrir, il est pas investi, il y a rien qui se passe. Donc c'est à chaque personne qui vient. Et puis j'ai tellement d'émotions sur les différents ateliers, mais Tanguy, je pense aussi, parce que de personnes qui soit voulaient pas prendre le stylo, n'osaient pas, avaient peur de la faute, avaient peur étaient formatées par des codes qu'ils ont subis et pas choisis, on va dire. Parfois à l'école, parfois dans leur milieu familial. Voilà, par plein de choses, par les institutions qu'on rencontre, par la famille, par tous les poids sociétaux qui nous tombent dessus. Et je pense que le premier travail, c'est de laisser la personne trouver sa voie. Voilà. Et cette notion de... les gens sont libres, les gens sont libres, mais il faut les libérer. Tu vois, tu peux être libre et pas libéré. Donc tu peux être dans une démocratie, dans un beau pays et pas être libéré de plusieurs chaînes qui t'appartiennent. Mais je pense qu'il faut libérer et cette liberté-là produit des choses magnifiques. Tanguy, pour les personnes, pour rebondir sur ce que disait Karima, les personnes qui sont parfois angoissées, qui ont ce poids-là, ces chaînes mentales d'abord, qui les suivent, qui ont de l'anxiété, qui ne savent plus comment extérioriser tout ça, en quoi l'écriture peut permettre d'arriver à une forme de sérénité, d'alignement même, je dirais. En fait, c'est ça, alignement. Parce que, en fait, l'avantage de l'écriture, c'est que ça permet de structurer la pensée, de mettre de l'ordre dans ses idées. Et en fait, c'est là tout l'intérêt. Et c'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure des contraintes, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, en fait, moi, j'ai toujours une différence où je dis, c'est bien et c'est pas bien. Pour des gens qui ont déjà l'habitude d'écrire, effectivement, les contraintes, en fait, on s'en est libéré. Moi, je m'en suis libéré. Donc, les contraintes, en fait, je m'en fous. Je me suis créé mes... Tu te les imposes toi-même. Voilà, exactement. Donc, je me suis créé mes codes à moi. Par contre, quand je suis en train d'animer un atelier et que je fais face à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter l'écriture, la poésie, eh bien, les contraintes, ça leur permet d'avoir un point de départ. Parce que si tu leur laisses une feuille blanche, évidemment, c'est tellement immense la liberté qu'on ne sait pas par où commencer, alors que si tu leur donnes justement un thème, ça leur permet de savoir par où commencer et de mettre de l'ordre dans les problèmes, les traumas, les difficultés. Et voilà, en fait, c'est tout l'intérêt d'arriver à faire un ordre, un fil conducteur en fait dans son cheminement dans la vie, dans les problèmes que l'on parcourt, etc. Et c'est là tout l'intérêt. Donc voilà, c'est pas forcément la guérison absolue, mais ça permet de déjà se faire face à soi-même, parce que quand on écrit, on fait face déjà à soi-même. Ensuite, quand on se fait lire à quelqu'un et quand en plus on le dit à quelqu'un, c'est aussi confronter son avis au jugement, à l'écoute, au regard des autres. Et donc en fait tout ça, ça permet petit à petit dans un cheminement d'arriver à faire la paix avec soi-même. Mais par contre, c'est là que c'est difficile, c'est comme c'est se mettre en danger. Vaut mieux le faire dans un cadre apaisant où en fait on est en confiance avec les gens autour de soi. Dans un atelier d'écriture, c'est généralement le cas, et c'est aussi, ça dépend des animateurs, des animatrices, mais aussi que ce soit en famille, entre amis, voilà. De toute façon, dans la société, que ce soit dans la poésie, dans la vie de tous les jours, on dit pas forcément les mêmes choses à toutes les personnes. Il y a des conversations, des sujets qu'on n'aborde pas avec tout le monde. Et en fait, c'est ça aussi. Il faut choisir certaines choses qu'on peut dire à son meilleur ami, à son patron, à ses parents. Eh bien, la poésie, ça permet en fait tout ça, de les remettre un peu au même niveau et de faire en sorte que tous ils puissent entendre ce discours-là. Et dans ce cas-là, on doit adapter aussi son discours en fonction de, voilà, je vais faire en sorte que chacun il puisse entendre ça, mais à plus ou moins même échelle. Alors qu'est-ce que toi, personnellement, tu ressens quand tu écris? Qu'est-ce que ça peut te procurer? Là, on va s'adresser aux non-initiés, aux néophytes, qui ne savent pas, qui n'ont jamais goûté à cet élixir qu'est l'écriture. C'est une libération et surtout
Moi, je le dis souvent, j'ai l'impression d'être, parce qu'en fait, c'est une libération, mais c'est vraiment une victoire intime que personne, je peux pas la partager aux autres. Et dans ces moments-là, j'ai souvent l'impression d'être, tu vois, entre Superman qui est Clark Kent dans son identité secrète. Ou Romain qui est Ludovic. Voilà, exactement. Dans ces moments-là, quand j'arrive à avoir un nouveau poème incroyable, un nouveau texte, un nouveau spectacle que je prépare, j'ai l'impression d'être dans la foule, d'être Clark Kent et d'être le seul à savoir que je suis Superman. Personne le sait. C'est vraiment un succès d'estime, mais par contre, je ne peux le partager qu'avec personne. Mais il y a ce sentiment, de fierté, c'est narcissique, mais il y a vraiment un plaisir parce que ça permet, en tout cas moi personnellement, c'est des moments où j'arrive à donner réponse en fait à ma vie, vraiment si j'ai un problème avec sens, alors. Oui, si j'ai un problème avec quelqu'un, avec la société, etc., j'arrive au moins à me dire voilà, en fait sur ça j'avais tort, sur ça j'avais raison, mais au moins maintenant je le sais. Et si demain je dois m'engueuler, etc., avec telle personne, c'est pas grave, au moins sur ça m'a permis de faire le point avec moi-même. Voilà. Tanguy a parlé de Superman, de cette notion de narcissisme, d'ego un peu regonflé comme ça. Est-ce que tu le ressens aussi quand tu écris? Là, je m'adresse à Romain et en même temps à Ludovic Fuchtelkeit, aux deux personnages. Oh en fait moi c'est quand ça marche bien, c'est la fierté du travail bien fait. Et puis oui, l'ego forcément, parce que surtout que comme Tanguy, ça passe par la scène en fait, ça passe par souvent, pas toujours mais la plupart du temps, moi j'écris pour que ça soit, donc il y a le double effet, c'est-à-dire qu'il y a l'effet l'écriture, faut que ce soit bien fichu et tout ça, et après ça prend encore une autre dimension en étant sur scène. Et c'est sûr que il y a une forme de narcissisme dans ce métier-là, parce que on est applaudi. Vous n'allez pas applaudir votre boulanger quand il fait du super pain. C'est génial, mais ta est bonne. Et donc évidemment ça gonfle un peu ça gonfle un peu le moral, et puis ça fait qu'on se sent bien, parce qu'en fait c'est une histoire de narcissisme, mais en fait c'est aussi on reçoit beaucoup d'amour quand nos textes, quand ce qu'on écrit rencontre quelque chose chez l'autre, et on peut recevoir des très belles choses en fait. Et moi dans mon métier, parce que c'est surtout comédien mon métier, comédien auteur, mais surtout comédien, c'est par le biais de cette expression scénique, cette expression artistique, on reçoit beaucoup de belles choses en retour. C'est ce que j'allais demander. Je veux juste rajouter un truc, parce que dans ce que tu dis, et je voudrais juste nuancer, c'est que faut pas croire que les poètes, poétesses, ceux qui prennent la scène, chanteurs et autres, on n'est pas non plus des monstres d'ego, on n'est pas forcément des personnes tellement égocentriques, égoïstes, etc. Parce que un minimum d'ego, c'est même vital en fait, parce que un minimum d'ego, c'est ce qui permet aux vivants de rester vivants, parce que en fait, ça te procure un sentiment de préservation de toi-même, de ta vie. Et en fait, même le boulanger dont tu parlais justement tout à l'heure, en fait, le boulanger, lui, il est content de faire du pain pour que les gens reviennent. Et en fait, lui aussi, son ego, il est enorgueilli parce que les gens reviennent. Et c'est une forme d'acclamation. Et donc on n'est pas, en fait, nous ça se voit peut-être, ça se remarque plus l'ego, parce que effectivement on prend la parole et on est applaudi sur scène. Il y a la lumière, les projecteurs. Mais par contre, en fait, tout humain a besoin, tout vivant a besoin d'un minimum d'ego. Être reconnu de son existence, c'est ce qui te permet de continuer à vivre en fait. Et pour ça, on n'est pas non plus des monstres d'ego. Donc il y a pas besoin de mener une vie d'artiste pour que ces écrits, pour revenir à l'écriture purement, aient de la valeur, pour que notre histoire ait de la valeur. On a Sophie, tous de la valeur. Sophie Loiseau. Oui. Moi, quand j'ai fini, c'est pas seulement un texte, c'est que là j'ai un livre là en train, là je suis vraiment bien dedans. Et voilà, quand j'avance bien comme ça, je ressens une sorte de puissance, un vrai réservoir de force en fait, et qui me permet enfin de me poser un petit peu, parce que je suis d'une nature tout le temps extrêmement inquiète. Et donc tout d'un coup, voilà, je me dis, il y a une richesse là, il y a un truc qui est en train de se faire, et une satisfaction vraiment très importante qui fait que mes relations aux autres se trouvent apaisées. Je sais que j'ai ça derrière moi, j'ai ça au fond de moi. Et ça vient un peu compenser ce découragement qui me prend vraiment comme une crise en fait. C'est des crises de découragement quand je vois que la poésie écrite a tellement de mal à faire son chemin auprès du public. C'est à désespérer. On écrit. Moi j'ai un ami qui est poète qui s'appelle Benoît Connor. Il a écrit un livre qui s'appelle Écrire dans le noir, parce qu'on écrit pour rien en fait. J'allais dire c'est presque par pure vanité, dans le sens vanita. En fait c'est plus
on écrit, et on sera pas payé pour ça. Enfin, je veux dire, on sera pas illustre. On deviendra pas illustre. On deviendra. C'est juste qu'on écrit. On n'est pas romancier. On n'est pas romancière. On passera pas à la télé. Je veux dire, alors on passe à la radio. Merci Lionel. Mais je veux dire, c'est vraiment l'idée qu'on écrit dans le noir quand même, et que pour autant, moi, je ne sais pas faire autre chose. Que le meilleur de moi-même, c'est ça. Et donc je continue. Et c'est pour rien. Voilà, c'est pour rien. J'espère que je sais pas, j'aimerais penser que des gens comme toi, Lionel, toi tu prends un risque en fait en invitant des poètes, quels qu'ils soient, de l'oralité, de l'écrit, on s'en fout. Tu prends ce risque-là, tu es libre finalement de faire ça, de cette émission dialectique. Mais à la télé, mais qui va oser inviter des poètes? Prends la grande librairie, les poètes, c'est jamais en fait en vérité. Comment ça s'explique ça? Ou des poètes en vue parce qu'ils ont bien travaillé là-dessus, mais les véritables poètes, je veux dire, ceux-là, on les entend pas, je veux dire, de façon plus large. Et ça, j'en veux beaucoup parce qu'il faudrait prendre ce risque. Je suis sûre que les gens, ils seraient intéressés, ils auraient envie. Vraiment, je le crois. Voilà. Tanguy? En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, Sophie, parce que justement, moi, je pense que, comme tu l'as dit, c'est prendre un risque. Et si, justement, on montre peut-être moins et on entend moins les poètes aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que, justement, les poètes ont aussi cette habitude de dire les choses qui peut-être grattent, qui font mal, que l'on n'attend pas, qui peuvent déplaire. Et en fait, c'est toute la complexité quand on prend un poète. Est-ce que on est sûr que sa parole ne va pas aussi remettre en question l'ordre établi? Parce que justement, tout l'intérêt, c'est d'arriver à questionner en fait notre entourage, notre monde qui est autour. Et donc, c'est un risque, effectivement. Moi, je suis persuadé que c'est un risque que on a de moins en moins, on prend de moins en moins. C'est ce qui est dommage. Et bravo Lionel de le prendre. Je ne suis que l'hôte, hein. C'est vous qui faites le spectacle. Sophie Loiseau, vous disiez que vous êtes de nature inquiète et que le fait d'écrire vous emmène dans un univers rempli de quiétude, justement. Comment on peut expliquer cela? Et aussi, on a parlé beaucoup d'écriture en groupe dans les ateliers. Quelle est la différence avec l'écriture seule face à soi-même, l'écriture intime, pas forcément l'écriture créative, mais celle qu'on écrit pour nous-mêmes, sans vraiment aucun autre but que de se retrouver avec soi-même? Alors, j'ai pas dit que ça m'emmenait dans un monde de quiétude, l'écriture, pas du tout. J'ai compris ça. Non, c'est pas grave. Les épines rouges, c'est vraiment un livre sur la souffrance psychologique, réellement. C'est à prendre au premier degré. Les épines rouges, c'est vraiment de vraies épines de ronces, de rosier, que j'ai d'abord observées. Et puis, je peux vous dire que la longueur, la forme et la teinte des épines, les plus longues, les plus affûtées, les plus dangereuses, c'était censé représenter dans mon esprit la souffrance psychologique. Le jeu ici dans ma poésie, il est particulièrement nu et exposé, comme à l'instar du gynécée des roses, vous savez, qui apparaît à la toute fin lorsque les pétales sont tous tombés. Et sans l'abri, je dirais sans abri. En fait, moi, je suis sans abri la plupart du temps. Je veux dire, et physiquement et psychiquement. En vérité, j'ai pas de peau vraiment. Je suis écorchée en permanence. Et je crois pas que la poésie me remette une peau, pas du tout. Mais je pense par contre qu'elle permet de donner un sens tout simplement à tout ça. Sinon, si ça avait aucun sens, je pense que je serais plus là pour en parler. Ça donne du sens à tout ça et ça permet peut-être aussi de partager, de dire quelque chose que on sait pas finalement que beaucoup de gens sont dans la souffrance, je veux dire, psychologique, et peut-être que le poète, il est capable peut-être de mettre des mots sur ça. Et c'est peut-être ça l'enjeu, c'est vraiment quelque chose qui passe entre soi et les autres, parce qu'un poète qui écrit que pour soi, pour moi, c'est autistique. Enfin, non, je crois pas. Je crois qu'on cherche la relation à toute force. Et dans les ateliers d'écriture, moi, j'en ai fait quelques-uns. J'en fais plus beaucoup parce que je me sens un peu impuissante en fait. J'ai été psychologue pendant longtemps dans le scolaire et je sais pas, j'arrive plus à faire tout ça, moi, à réparer comme ça, j'arrive pas. J'arrive plus, j'ai l'impression que bon. Mais j'ai fait travailler des enfants dyslexiques et je trouve qu'ils ont une créativité incroyable et que c'est à eux, quand d'ailleurs j'ai dédié un livre à eux à un moment donné et je me dis les enfants, moi je suis dyslexique à l'oral, il y a des trucs, j'arrive pas, mais c'est pas grave. Et je pense que du coup ils entendent des choses et ils créent autre chose. En fait c'est pas ça qui a été entendu, mais ils ont compris autre chose. Donc vous imaginez les malentendus et en même temps
richesse de tout ce qu'ils peuvent comprendre, mais ô combien la souffrance, puisqu'ils sont tenus à l'écart bien souvent de la lecture, même de la compréhension de la lecture. Et donc, moi je me rappelle au collège, un enfant m'a dit celui-là il est dyslexique. Eh bien bon, et ben en fait ce gamin il a écrit quand même. C'était peut-être pas lisible, mais on s'en fout. Il a pu lire des choses quand même malgré tout à l'oral. Et le fait d'avoir cette petite chose écrite comme ça là, eh bien ça l'a beaucoup réconforté, je pense. Et puis voilà, et puis. De réconfort par l'écriture, c'est ce qu'on va Parce écouter. qu'on peut produire, oui. Être content de ce qu'on a fait, ça vient de soi. Oui. C'est ce qu'on peut entendre chez beaucoup d'artistes, écrivains et chez des rappeurs comme Kerry James qui l'exprime avec Zao dans Je m'écris. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 dans Dialectique et aujourd'hui on parle des vertus de l'écriture avec Karima, avec Tanguy qui est slammer, avec notre cher Ludovic, artiste multifacette, et avec notre invitée d'honneur Sophie Loiseau qui présente donc son dernier ouvrage Les Épines Rouges. Sophie, qu'est-ce qu'on peut dire sur Les Épines Rouges pour inciter nos auditeurs à aller vers cette poésie? Je voulais juste, Lionel, revenir sur le beau mot que tu as utilisé, quiétude. Et en fait, je comprends ce que tu as dit tout à l'heure, en fait. C'est parce que j'y vois que de la souffrance, mais oui, dans ce livre, principalement. Mais oui, la quiétude, parce qu'à côté de la souffrance, il y a beaucoup d'émerveillement et de merveilles. Mais voilà, il se trouve que le dernier livre est probablement le plus sombre. Mais je pense que c'est un livre de rêve, de vision, de fantasme, essentiellement. Et puis, il est complètement sous l'égide d'Odilon Redon. Donc la couverture représente un détail d'un pastel de Redon qui s'intitule Les Épines Rouges. Donc la peinture est conviée, les couleurs, et puis il y a à un moment donné, je me suis amusée à recenser un petit peu tous les noms d'animaux qu'il y avait dans ce recueil, et il y en a toujours une foultitude chez moi parce que les animaux sont majeurs. Mais parmi les animaux, il y a des créatures que j'ai mis parmi les animaux. Il y a des fantômes, des arbres, des chimères, des vulves même. Voilà. Donc ça, je me suis amusée avec ça. Et puis, il y a une palette chromatique. Et j'ai recensé toutes les couleurs. Et on peut, si on veut, on peut croiser et mettre ensemble des couleurs pour former une nouvelle palette. Donc un truc presque interactif. Donc c'est un livre créatif, très libre, je veux dire, et qui fantasme beaucoup et qui va... explorer vraiment, je pense, l'inconscient, la psyché au plus profond. Et aussi, donc il y a de la souffrance, mais il y a aussi des joies qui, malgré tout, survivent à tout. Et puis c'est un poème, c'est un grand poème. Ce livre est un grand poème sur la maison. C'est parce que j'y perds ma maison d'écriture en vrai. Et donc je raconte les derniers moments avec cette maison d'enfance. Maison d'écriture, puisque j'écrivais depuis 1998. Et là, maintenant, elle est bel et bien perdue, elle est vendue. Mais ce livre, voilà, c'est le dernier livre que j'ai pu écrire sur cette maison d'Arnouville, qui est une maison située dans les Yvelines, et auquel je tenais énormément. Donc voilà, un livre sur la maison, sur les rêves, sur les visions, sur les couleurs, sur la peinture. Voilà, aussi, pas seulement sur la souffrance. Et donc, Les Épines Rouges, à quel moment on se dit ok, mon texte est bon. Ok, c'est bon, je suis prêt à le divulguer. Et deuxième question, Sophie Loiseau, pourquoi on écrit? Alors, il y a un moment donné, c'est vrai, on sait. C'est quoi? C'est intuitif, c'est une sorte de petite merveille comme ça qui nous fait dire que, ouais, ça c'est bon, ça tient. Et pourtant, qu'est-ce qu'on travaille, même encore après, qu'est-ce qu'on travaille? Un livre, ce n'est que du travail sur des choses préexistantes. De toute façon, c'est que ça. Et quand il est prêt, on l'envoie à l'éditeur. D'abord, on galère bien, on galère toujours pour trouver un éditeur, quoi qu'il en soit. De toute manière, moi, je ne sais pas combien d'éditeurs. C'est comme ça, parce que la poésie, c'est pas libre, c'est éditeur, comme on le sait. Et donc, du coup, on envoie, on attend avec beaucoup de fébrilité, évidemment. Et puis après, il y a encore un retravail. Après, il y a les épreuves qui arrivent, on retravaille. Ce n'est que ça. Ça, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup retravailler.
Et puis, bon, mais ceci dit, le petit déclic, on l'a quand même rapidement. On se dit, bon, là, c'est bon, je tiens vraiment un truc. Et on sait que c'est fini. Moi, je sais que c'est fini. C'est comme quand on n'avait plus faim. Vous voyez, c'est une sorte de satiété. Je sais pas, un petit truc, pour le coup, c'est plutôt physiologique, hein, la satiété, mais il y a quelque chose de presque physiologique qui vous dit, bon, ok, là, c'est bon, ça. Là, c'est bon. Et puis, il y a des moments où on est un peu malheureuse parce que, ouais, ça donne plus de fil à retordre que prévu. On est là, c'est un peu exacerbant. Exacerbant, c'est pas mal, ouais. Un peu énervant, un peu voilà. Mais généralement, il y a ce petit déclic qui nous dit, ok, c'est bon là maintenant. Et voilà. Et vous m'avez dit à quoi ça sert d'écrire, c'est ça? Oui, voilà. Pourquoi? À quoi ça sert? Je pense que c'est une pierre de plus comment dirais-je, pour essayer de comprendre le monde, comprendre dans quoi on vit. Pourquoi on est là? C'est pas pourquoi on est là, c'est comment faire avec ça, avec ce que je suis, et qui est là, et qui est posé là, et qui est un ramassis de joie et de souffrance mêlées, et qui s'approche, la naissance, la mort, tout ça. Bon, je pense que c'est une façon de répondre au questionnement fondamental existentiel de ce que c'est que vivre. Et je crois que c'est autour de l'existence que ça se joue. C'est le mot exister, moi, qui me fait avancer. Qu'est-ce que c'est qu'exister? Voilà, pour moi, c'est ça, écrire. Karima, à quoi ça sert d'écrire? Écrire, pour moi, c'est dire du sens. Voilà, c'est mettre du sens sur chaque chose qui arrive à quelqu'un de manière individuelle et qui pourtant peut être partagée, ressentie, donnée à une multitude de personnes qui sont différentes de nous. Et puis c'est un rendez-vous avec soi-même. Moi, quand j'écris, c'est mon rendez-vous avec mon intériorité, avec moi. Et ce rendez-vous, il produit quelque chose. Et je suis d'accord avec Sophie. C'est comme quand on a bien mangé, quoi. Voilà, on a fini, on a bien mangé, ou on avait soif, on a pris cette gorgée d'eau et à un moment donné, il arrive. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une musique de l'âme, c'est quelque chose de puissant, parce que un mot, une attitude, une voix peut tellement apporter à l'autre, et une émotion que nous on peut lire quand on se lame ou quand on partage peut tellement nous apporter. Et ces espaces de partage, pour moi, c'est puissant, et c'est ma définition de l'humanité, en fait. Voilà. Alors, je vais te proposer de nous donner un peu de ton humanité à travers un texte. On va essayer de terminer cette émission tout en écriture et aussi en oralité, en poésie. C'est un texte de Scylla, qui est un rappeur belge. Elle est de celles qui observent. Je pense qu'elle voit les anges à l'œil nu. Elle a confiance en l'horizon même si son père n'est jamais revenu. Le vide en elle est immense, mais elle me répète que les choses profondes se vivent en silence. Souvent je pars me perdre, je ne cesse de courir qu'après des mirages. Elle se tait. Elle sourit. Elle me regarde faire. Parce qu'elle sait que le goût de vivre est dans les miracles. Alors elle me dit « Pars », mais ne reviens qu'avec un rêve entre les mains. Même si elle fait que l'horizon n'a fait que lui prendre les siens. Elle fixe le point où le ciel se cabre et elle se met à danser. À chaque fois qu'elle entend chanter les tempêtes de sable. Elle me regarde, mais une partie d'elle, dans un autre monde, erre. J'ai tenté d'y arriver, mais je reste bloquée à la frontière. Elle est de celles qui se tait, mais comment fixer dans des mots le mal? Elle vient du désert. Elle a l'âme et le cœur nomade, oui. Elle a l'âme et le cœur nomade. Femme du désert, moi qui cherchais de l'or, un jour je l'ai trouvée, loin dans ces contrées, oubliée de l'homme. Femme du désert, plus fière que les hommes, j'en étais roi, mais un seul regard m'a fait perdre le nord. Femme du désert, est-ce un rêve? Ai-je vu son ombre?
Je t'appelle comme ça, car je suis même pas sûre d'avoir connu son nom. J'ai cru la faire mienne, ce n'était pas raisonnable. Elle vient du désert, elle a l'âme et le cœur nomade. Elle fixe le point où le ciel se cabre et elle se met à danser. À chaque fois qu'elle entend les tempêtes de sable. Waouh, bravo. Alors pourquoi avoir choisi ce texte? Eh ben, alors déjà pour plein de choses, Scylla, il a une musicalité dans sa voix, il a un son, il a une voix très enveloppante, il a aussi ce côté écorché vif qui vient faire l'opposition entre la chaleur de sa voix et des fois je vais pas dire la dureté, mais la sincérité, l'authenticité des émotions qui peuvent être difficiles. Et puis, parce qu'il parle si bien des femmes aussi. Il est comme Gaël Faye, voilà. J'aime les hommes qui écrivent sur les femmes et inversement, les femmes qui écrivent sur les hommes de manière si poétique. Et puis parce que le désert, c'est une part de toi. C'est une part de moi, voilà. Tanguy, je vais te laisser nous livrer une part de toi. Le soleil illumine, face au vent, les visages de gens qui s'agglutinent. Au devant d'un mariage, c'est un jour comme un autre, et Dieu m'en est témoin. Jésus et les apôtres semblent rire dans un coin. De dehors, on devine klaxon frein, dérapage qu'il se passe en vieille ville, tout un remue-ménage. Pas à pas, doucement, tout le monde s'emballe. Les voitures et les gens, dans un rythme infernal, ne voient pas qu'une femme, à vélo prise au piège, essaye dans ce vacarme à sortir du cortège entre toutes les voitures. Elle essaye d'esquiver en faisant un pas sur le rebord du pavé. Fatalement, vint le drame, quand s'invite un rétro sur le flanc de la dame qui en tombe aussitôt. C'est une femme comme une autre. Une femme au talent d'être dénigrée pour la faute des pensées qu'on lui prête, une femme à bicyclette qui de par sa cambrure fait tourner bien des têtes au volant des voitures. D'habitude, elle est sage, elle s'en bat les ovaires, mais son cycle présage qu'aujourd'hui nique ta mère. Tout son cycle est en phase de fin d'ovulation. La goutte d'eau dans son vase fait aujourd'hui trompe d'eau, et le pire c'est qu'elle sent fort des aisselles, comme à chaque fois avant qu'elle n'essaie menstrue, elle en a marre que les gens ne voient d'elle qu'un objet. Est-ce donc si affligeant de vouloir le respect, de vouloir rouler sur le rebord du pavé sans la peur qu'une voiture ne dévie pour mater? Elle a failli mourir parce qu'un homme n'a vu d'elle qu'un objet de désir qu'on usait puis poubelle. C'est une femme comme une autre. Une femme au talent d'être, dénigrée pour la faute des pensées qu'on lui prête, une femme à bicyclette, aux genoux écorchés qui en joue et sans tête, à ne pas dérailler. En colère, elle l'était. Regardant son vélo qui, comme elle, amoché, ne tournait plus très rond. Tout près d'elle, on l'épie en bordure de terrasse, l'ordurant face d'ailerie, et dit même, non sans classe, qu'une femme à bicyclette s'est fait pour mettre des doses d'eau penchée en levrette, fessée et échymose. C'est parfois difficile de vouloir réparer les torts d'un imbécile ou un vélo abîmé. C'est une femme comme une autre, qui était en colère contre un homme dont la faute était d'être mon frère. J'aurais dû, c'était sans importance, j'aurais dû, et je pus de silence. Pourtant je suis un homme bien. Mais c'est quoi un homme bien? Bravo. Waouh. Tant de poésie. Rassurez-vous, je suis là. Trop de poésie, tue la poésie. Demandez à Ludovic Fuchtelkeit pour rétablir l'équilibre. Alors, je vais vous livrer à une définition issue de l'encyclopédie des méconnaissances de Ludovic Fuchtelkeit, qui comporte des articles sur la connaissance, donc toutes les rubriques de la connaissance y sont présentes. Une très très courte définition, parce qu'il y en a des beaucoup plus longues, évidemment, qui vient de la rubrique mode. Nœud mouche à viande, nœud papillon pour personnes inélégantes. Voilà. J'adore. Merci, c'est limpide. Et on va terminer donc cette émission avec notre invitée d'honneur, Sophie Loiseau. Vous allez nous lire un extrait de votre dernier roman. Merci pour toutes ces belles choses profondes et fortes. Merci à vous. Merci Karima, merci Tanguy, merci Romain. Merci beaucoup. Merci.
Alors Sophie, on vous écoute. Alors, je vais vous lire 2 extraits. Un extrait de la première partie, donc les épines rouges. Spinosissime l'aiguillon de la ronce, alors que l'eau froide n'est que spinescente, vaguement épineuse. J'en suis là de mes réflexions à propos d'Ophélie. Il faut le vouloir pour espérer mourir de ses plaies. Sa simple vue comme devant l'espadon. Ronce et mellifère, c'est sa douceur et la ponte du bombix. Épines et aiguillons sont des excroissances. La première désigne un organe transformé, tige, feuille, stipule, tandis que l'autre a son origine sous la peau. On l'arrache, tout vient avec. Les épines persistent, même après la mort, même sèches. Pour prévenir les accidents, on a mis un mi-temps du février d'Amérique dans le parc. Palure, épine du Christ, arbuste des garrigues est pas mal, mais la véritable couronne d'épines provient du robinier. Elles naissent à la base de l'insertion du pétiole. J'élabore ma propre épine à la saignée du coude, le bras et au bout, la main s'évase. La tige ronce avec sa batterie d'aiguilles en a de plus courtes au revers des feuilles le long des nervures dessous. On les sent minus et vives comme si ça ne suffisait pas. J'ai bien vu ces griffes entièrement développées. Les principales ressorts de ronce sont jetés sans visibilité. Elle se fabrique au fur et à mesure. Elle a des moments dans le vide, des moments de panique. Elle se jette en aveugle, crois-je. Comment finit-elle? A-t-elle une fin? Elle s'amenuise jusqu'à porter un minuscule bouquet vert pâle de feuilles et de fleurs fanées, de petites mûres contrefaites qui, sans support pour s'agripper, rampent. Contrairement à Morus nigra, le mûrier de Civerne, qui orne sans épines. Je suis rubus, fruti, cosus, épineux des rosacées. Je produis le muron, car je dois pouvoir me consoler et m'aimer quelquefois, ou bien je mourrai. Ma sœur m'accuse de l'avoir jeté petite aux orties, ronce, redon. La beauté de vos sarments fleurit d'un rouge mimosa, qui pourrait bien être des flocons de viande crue. Effroi et extase devant les épines. La jouissance névrotique a typiquement cette forme d'ergot. Recouvrir un peu de mon acuité pour qu'y revêt une intelligence codée. Le ziboui-boui, ce truc indescriptible du rêve, m'est brodé. Je me repose les yeux en contemplant quelqu'un de la nature, elle en personne. N'importe qui dehors est dans cette pièce, une extra-humaine créature verte. Ma main glisse de haut en bas, épouse sa peau. La caresse lui ferme à demi les paupières. Caresser des poulains va à l'encontre des épines rouges. Bravo. Et en deuxième... Bravo. Quel instant d'évasion. Et un petit extrait de la dernière partie, mes cahiers de Malte, en référence à Rilke, ces cahiers de Laurie de Bridge, de Malte Laurie Bridge. C'est comme un journal. 15 octobre, Arnouville. Mon jardin périclite. Il meurt d'une mort qui excède mon amour, qui l'impatiente. Scié, le mirabellier représente un buste orange. Les poires au sol sont une pataugeoire de pulpe. À chercher les scènes, en les retournant, le pourri me saute aux yeux ou mon doigt enfonce dans sa texture. Je le fais entre les bruits de moteur qui ne manqueront pas de surgir, avec des bottes crottées. 2 plumes de hulotte et les pommes naines que l'âne attend derrière la clôture et ce que j'ai dans les mains. Les noirs sont des rouges vieillissants. Comment sait-on qu'ils diffèrent des rouges de printemps? À la brillance et à la tenue, fusée, abattement des rouges ici. 30 octobre, Arnouville. Par la porte entr'ouverte, la nuit, la lune et son double terrestre de la rose blanche, pupille en tête d'épingle dans ma longue chemise. Le lendemain, nuit d'Halloween, feu orange et blanc que nous avons fait de branchage, rapporté du tas près du noyer. L'arbre avait grandi, si bien que les brûlés sur place l'auraient brûlé aussi. Nous avons dû les déplacer dans nos bras en les tirant des ronces. Et le feu a pris grâce à l'alcool, de la fumée quand c'était trop humide, en écharpe. La nuit est venue, nous sommes restés à nous chauffer, à nos cheveux, à nos vêtements, l'odeur du feu de bois, sauf que, là-bas, sous le tas dégagé, a réapparu l'urne qu'après la dispersion des cendres, nous avions aplati à coups de masse. Alors nous l'avons enterrée, une petite pierre levée l'indique. 12 et 13 novembre. Boucher le trou supérieur de la peau d'une main, terminé en tremblotant. Ouh, 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 ouh. J'en avais acheté d'autres, je voulais attirer les mésanges, les pinsons, les merles et le petit ver farouche.
pas de dépôt, proprement m'émietter dans la nuit, égale sortir de ma condition. Rêve de 3 feux de forêt à partir d'ossements, par nous 3 entretenus, l'une des flammes est filante, la seule rose glace est abîmée. Au bain, entre les orteils luisants par l'eau, la présence sans fente d'un miniature bas ventre de femme, entre la luxe et le secondus serré, du reste comme sur les statues classiques. Les rouges sombres, signe du plus mûri dès que j'ouvre. Ce matin, l'au-delà se tenait sur le seuil, arbres et feuilles, jardin. Et enfin, 26 novembre, je pourrais pleurer comme ça, appelée d'une hauteur comme louve. Merci. Merci à vous. Waouh, on était partis là dans cet instant suspendu. Merci beaucoup. Merci à tous les invités. Merci Karima. Merci Tanguy. Lionel. Merci mon cher RCN. Ludovic. Merci Oui. Sophie. Les épines rouges disponibles Oui. partout. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org